Bon, on va recommencer, si vous voulez bien, pour ne pas finir trop tard. Alors, notre président a dû à nouveau s'éclipser pour régler une autre activité, enfin la pandémie. Nous allons aborder la dernière session qui est consacrée au changement de conception du mode de fonctionnement de la santé. Avec un grand mot à la mode qui s'appelle le paradigme, en réalité, il faut changer d'état d'esprit. C'est Ségolène Benamou qui va faire la modération. Merci beaucoup. Encore vous remercier Philippe Mar et François Richard d'avoir permis tous ces retours d'expérience et surtout leur diversité, qui reprend bien la diversité de l'offre en chirurgie. J'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir ces retours d'expérience avec les côtés positifs et les côtés négatifs des professionnels de terrain, justement. Il a été rappelé que le GHT était simplement un nouveau cadre pour poser autrement des problèmes qui existaient déjà et non pas une solution en eux-mêmes. Donc il y a eu beaucoup de points qui ont été remontés par les professionnels de terrain. On va voir maintenant le point de vue de personnes qui sont un petit peu extérieures. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que tous les professionnels de terrain ont rapporté les progrès technologiques faits dans leur spécialité et tous ont également rapporté les grandes difficultés qu'ils avaient à en faire bénéficier leurs patients. Donc voilà, le problème est posé. Si on veut que l'ensemble des Français puissent profiter des progrès technologiques, il va falloir changer de modèle économique. Et alors, pour cela, quel changement de paradigme? Nous accueillons tout d'abord Madame Sophie Duméry, qui est journaliste. Accessoirement aussi médecin, et je remercie M. Mar qui a fait de moi un OVNI, c'est-à-dire un objet pensant non identifié. Au milieu de cette digne assemblée, évidemment, je vais vous surprendre. D'abord, je commence par la présentation. Effectivement, l'actualité est tout à fait dominée par l'épuisement, le fameux burn-out ou burn-out, couille dehors, osons le mot. En milieu chirurgical, je ne pense pas que ça pose de problème, ayant moi-même assisté de grands chirurgiens, ayant beaucoup pratiqué les salles de l'art. Je pense que cela peut être une façon de réveiller des consciences endormies au moment où effectivement il faut donner un petit coup de collier. Alors, en fait, M. Mar m'a demandé de participer parce que lors d'un précédent colloque sur l'épuisement des soignants, je m'étais levée pour donner une vision qui lui avait paru tout à fait pertinente. Donc je suis revenue vous parler d'une chose que je souhaiterais qu'il arrive, c'est qu'on change de procédure, la manière d'élaborer un système, une organisation, et que l'on commence par adapter le poste à l'homme et non l'inverse. C'est-à-dire qu'on commence par penser le poste et puis ensuite on cherche les humains qui rentreraient dans le trou. Et ça me paraît tout à fait voué à l'échec, et surtout un échec à plus ou moins longue durée, avec des dégâts collatéraux qu'on ne peut plus appeler collatéraux, car quand ça affecte la ligne même du déroulement des opérations, c'est tout le déroulement qui s'effondre avec. Voilà, alors je propose des retours aux fondamentaux, courts, je l'espère distrayants, parce que je n'ai pas du tout la prétention de vous donner de grands chiffres, pas du tout, vous allez être très surpris. Et j'ai demandé l'autorisation d'un enfant de 20 mois de lui piquer son petit matériel de développement et d'apprentissage. Alors, ce que coûte une erreur de recrutement, pardonnez-moi, mais je me permets cette petite récapitulation. D'abord, un dénigrement du travail, de soi et par la hiérarchie, ainsi que par le personnel lui-même, parce que l'autocensure est ce qu'on a trouvé de mieux pour plomber l'état d'esprit d'un individu au travail. L'intériorisation rendant le diagnostic beaucoup plus difficile. Tout le monde sait qu'un foyer infectieux profond est beaucoup plus difficile à trouver qu'un foyer extériorisé, facilement objectivable par le premier externe venu, alors qu'il faut un scanner pour le reste. Alors, évidemment, le dénigrement finit par être l'abandon du soignant, par le soignant, la démission, bien sûr, mais rare, parce que l'argent, c'est important, l'épuisement, bien sûr, professionnel, le fameux burn-out, pour ne rester que dans l'anglais, l'arrêt de travail, très pratiqué, et évidemment le suicide qui, évidemment, ôte tout de suite l'épine du pied, le problème est disparu. Le problème a-t-il disparu avec l'individu qui représentait le problème? Ça, c'est la question. Nous avons aussi la version abandon par la hiérarchie, mutation, mise à l'écart, harcèlement, licenciement, toutes les procédures que je dirais perverses et surtout collatérales, enfin cette manière de faire du billard à 15 bandes pour que la personne ne soit plus l'épine dans le soulier de l'administration et du service. Alors évidemment, quand on a un trou, on le comble, ce qui revient à dire qu'il y a du renouvellement rapide du personnel, ce qui pose un problème de perte d'expertise, parce qu'évidemment la courbe d'apprentissage est littéralement brisée
quand elle n'est pas totalement effondrée par ces mutations successives, hein, puisque la déstabilisation par le changement d'environnement est habituellement, sauf chez les génies, un vrai problème de mise à niveau. Ensuite, nous avons évidemment, après ce renouvellement rapide et la perte de compétences, les erreurs humaines, surmenage et surtout liées à l'anxiété de performance. Et là-dessus, je vous ferai une petite citation d'un étudiant en médecine à propos de cet épuisement et de l'actualité d'aujourd'hui. L'anxiété de performance qui, évidemment, ne peut que survenir puisqu'on est dans une situation d'infériorité technique. Vous vous mettez dans un poste où vous n'êtes pas adéquat. Qu'on ne vous laisse pas le temps de vous adapter, évidemment, vous allez vous sentir en infériorité technique et l'anxiété va surgir naturellement. Donc tout ça fait un superbe cocktail qui fait la pérennisation des erreurs techniques, les compétences étant inadéquates aux missions. Et bien évidemment, nous arrivons à la judiciarisation avec perte de réputation, ce qui généralement pour les établissements est une catastrophe absolue. Et on revient à ce moment-là à la pérennisation, au dénigrement du travail, puisque évidemment, quand on a une perte de réputation, cela dénigre le travail. On est dans un établissement qui est mal coté, mal vécu. On passe pour des exterminateurs de garde plutôt que pour des réanimateurs de garde. Donc ça, je l'ai vécu. Donc oui, effectivement, c'est assez dénigrant. Alors, êtes-vous prêts pour un deuxième tour? On peut tourner en rond indéfiniment dans cette condition. Donc je vous propose un petit retour aux fondamentaux. Voilà, dans un monde parfait, nous avons un petit traduit emprunté donc à ce jeune homme. Alors habituellement, les enfants de 20 mois savent très bien mettre les éléments dans les trous. Ils ont même un petit marteau au cas où ils ne seraient pas bien adaptés. Alors ce petit marteau, je le laisse parce que c'est souvent le marteau qu'utilise l'administration pour faire rentrer... vous cherchez un chirurgien thoracique, vous avez dans l'environnement un chirurgien thoracique. Ok, vous cherchez un urgentiste, vous trouvez votre urgentiste. Vous avez besoin d'une infirmière diplômée d'État, vous trouvez votre IDE. Un anesthésiste, youpi, vous en avez un. Une IBOD, vous l'avez aussi. C'est le monde parfait. Dans un monde parfait de chez parfait, alors ça c'est encore mieux, vous les aviez séparés, maintenant vous avez réussi à mettre le chirurgien thoracique à sa place, l'anesthésiste à sa place, toute l'équipe est en place, c'est merveilleux, et l'enfant à ce moment-là a droit aux applaudissements de toute la famille. Pas de casse-tête administratif, inutile de taper dessus. Dans un monde réel mais très sympa, alors là vous dites, bon voilà, où est mon plot? Alors oui, alors vous avez trouvé l'IBOD peut-être, mais alors pas particulièrement visible parmi les gens qui se présentent et les recrutements possibles. Vous finissez par vous dire, bon bah déjà je les ai trouvés, c'est une bonne chose. Donc les personnes compétentes existent, elles existent presque toutes, bon on va pas être parfait, c'est un monde très sympa, je vous l'ai dit, mais pas parfait. Il suffit de les trouver et surtout de les séduire. Voilà, on va tourner un petit peu en rond parce que séduire c'est quand même la base de tout, depuis le début du monde. Donc là, alors donc dans ce monde réel mais très sympa, vous avez réussi à caser votre IDE, votre IBOD, votre urgentiste, tout le monde est content. Vous avez gardé le marqué de proximité et il vous manque que, bah, évidemment, tout le monde est à sa place, mais on voit bien celle qui manque. Voilà. Donc là, le casse-tête est prêt à servir. Dans un monde réel de chez réel, on change de technique et là vous avez des trous et vous avez plein de gens et vous ne savez pas où vous allez trouver ce qu'il vous faut. Point d'interrogation. Ah, vous avez un urgentiste, chic. Les personnes compétentes là sont rares, franchement, quasi invisibles au milieu de tout et de n'importe quoi. Et là, ça devient très difficile. Apportez-moi le casse-tête. Solution pour un casse-tête. Alors évidemment, vous avez la solution. Ah, j'ai mon urgentiste. Le chirurgien est presque thoracique. On n'ira pas chercher trop loin. Faisant fonction d'anesthésiste. Faisant fonction d'IBOD, d'IDE et faisant fonction d'IBOD. Là, ben voilà, on a un peu poussé. Solution pour ce casse-tête. Alors, vous voyez, bon là, vous dites faisant fonction d'IBOD, vraiment dépassé, là, c'est le problème. Vous avez un urgentiste un peu déstabilisé par l'hétérogénéité, pour ne pas dire plus, des collègues. Donc voilà, bon, vous dites, bon, voilà, s'ensuit une tentation. Évidemment, un faisant fonction d'IBOD doublé discrètement par une IBOD. Alors là, c'est le genre, on en met un sur 2 blocs, on fait circuler, et ça fait du vent. C'est très bien, ça ventile les couloirs, c'est impeccable, ça fait courir tout le monde, c'est bon contre la graisse, mais ce n'est pas performant totalement. L'urgentiste est alors encore plus déstabilisé, évidemment, dans une situation de cet ordre. Ça continue, faisant fonction d'IDE, entrant au chausse-pied dans le poste grâce au pouvoir de la nécessité sur le casse-tête administratif. Et voilà, donc, et l'urgentiste est totalement écrasé par la direction des événements, évidemment, et lui est proche de l'épuisement total, de la disparition, de l'évanescence. Peut-être va-t-il exploser en vol, c'est possible. Après tout ce que les urgentistes peuvent se coller
dans le carrefour avec tout ce que nous avons comme toxiques à proximité. C'est surtout vachement bien dans les hôpitaux. Il ne faut pas oublier que les toxicomanies chez les soignants sont extrêmement développées. Alors, le problème de l'adéquation au poste à pourvoir et du poste recherché, c'est qu'un poste, ça se pense et ça se calcule, ça se machine. Et j'emploie le terme à dessein. Ça se machine. Dans la fièvre d'un planning, qui plus est. C'est un parcours d'employeur, c'est son problème. Mais le métier, lui, s'imagine, se rêve et il se construit dans la durée. On ne fait pas carrière en 2 secondes. On peut acheter un diplôme, sauf que derrière, il faudra prouver qu'on le mérite. C'est le parcours du postulant. Les parcours peuvent-ils se rencontrer? Question. Nous avons d'abord notre environnement socio-culturel qui déploie à tout va. Alors là, je m'insurge, j'en fous contre le fait que ce ne serait pas dommage. Et bien, si l'héroïsation des soignants, c'est la culture locale, c'est la culture totale, c'est la culture globale, la littérature, les médias, la production du visuel, c'est la valeur sûre du businessman. Ne croyez pas que ça n'influe pas sur le quotidien. C'est totalement infiltré. C'est une infiltration totale, absolue de A à Z de la société. Le héros, lui, plaît à tous les publics. Vous, pareil, hein, je veux dire, l'administratif, tout le monde y est d'accord, tout le monde regarde Urgence, tout le monde regarde Dr House, enfin bon, bref. Et donc, il est fiable, il est indestructible, il est endurant, il est quasi constant en performance. C'est très très important. La constance en performance. La courbe qui ne s'effondre jamais. Voilà, en marche, parce qu'il y a quelque chose, un rêve d'employeur. Donc, nous avons une première frustration. L'être humain normal n'est un héros au mieux que quelques heures par mois, quelques semaines par an, et quelques mois dans la vie, éventuellement. Et il y a ça, c'est la courbe de Gauss. Vous pouvez avoir des extrêmes, des démons totaux, des saints absolus. Enfin, vous avez remarqué, dans les bouts de courbe, ils ne sont pas très nombreux. Vous aurez du mal, vous devrez vous battre pour les avoir chez vous. Alors, ensuite, la méconnaissance de la réalité humaine et technique, en général au poste, s'accompagne aussi de l'absence de connaissance de la confrontation des missions à leur environnement. Or, l'environnement, par nature, c'est très fluctuant. Donc, on a un problème. Comment définir un poste dont le périmètre va être finalement assez flou, genre blob, je me dilate en été, je me rétracte en hiver. Et pour ne parler que des établissements qui souffrent ou ne souffrent pas des flux de population touristique. Par exemple, les touristes, en plus, ça prend des risques. Donc, on les retrouve facilement dans les lignes. Le responsable imagine des compétences nécessaires, qu'il imagine humaines, il calcule ses conditions de réalisation, elles sont techniques. Il fait une adéquation maximale. Dans son esprit, elle sera toujours selon la vision héroïque, puisque moi je vous dis que la vision héroïque nous infiltre de partout et qu'on ne peut pas y échapper. Deuxième frustration, ces nouvelles organisations offrent donc peu ou pas de recul d'expérience sur la réalisation de postes, parce qu'en plus on nous a tout bousculé, donc l'expérience là dans ce domaine, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas, mais on y va quand même, on verra bien celui qui se flingue, celui qui meurt en route, dégâts collatéraux. Alors le plan est parfait, c'est magnifique, mais pas sur Terre. Il est irréaliste, donc irréalisable, et ça ne va pas marcher. En général, alors ça c'est un domaine qu'il faut quand même aborder, les postulants souhaitent ordinairement la rémunération la plus haute, pour la reconnaissance la plus haute, et l'épanouissement le plus grand. Alors ça c'est un désir que l'on peut comprendre. Les attentes de l'employeur sont exactement inverses. Lui, il souhaite le salaire le plus bas pour des questions de maîtrise de coût, au poste le plus bas pour garder la maîtrise de l'autorité, et l'épanouissement individuel, point d'interrogation. Ah non, ça c'est une donnée parasite au plan d'épanouissement-développement de l'établissement. Troisième frustration, pour recruter, il faut tricher. Ah ben voilà, c'est difficile sur sa rémunération annuelle, sur le niveau hiérarchique et la place dans l'organigramme, ça c'est délicat parce qu'on ne peut pas trop... Mais c'est facile sur les conditions de travail. Alors on vous fait ça façon Hollywood, c'est merveilleux, ce sera beau comme tout. Et pour postuler, il faut aussi tricher. Tout le monde triche. Difficile sur les diplômes, c'est moins sur l'expérience professionnelle, et c'est beaucoup plus aisé sur les capacités personnelles. On dit oui, mais moi j'y arrive, moi je sais faire. Ah bon, voilà, je sais faire. On vous dit tout le temps, moi ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé, tu ne sais pas faire de piqûres, tu ne sais pas donc manier le pilule, mais ça fait rien, tu dis que oui, comme ça tu les feras, sinon tu l'apprendras jamais. Bon, j'ai dit ben oui, et puis je me suis dit après tout j'ai 2 mains, une tête, j'ai un âge suffisant, je suis neurologiquement apte et adulte, j'avais passé 18, théoriquement, physiologiquement on est apte adulte à gérer ces... Je n'étais pas alcoolique, pas cannabinique, enfin bon bref, je l'ai fait. La peur, je l'ai surmontée. Faut-il toujours jouer avec la peur? Enfin, on peut tricher en toute bonne foi, tant l'employeur que l'employé. Et ça, c'est important parce qu'il ne faut pas passer son temps à condamner les gens. On est manipulé à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la méconnaissance de la réalité extérieure, le poste réel est réel, et là, c'est qu'il s'impose à nous, c'est le principe de réalité de M. Freud. Et la réalité intérieure, c'est la personne réelle, mais ça c'est le principe de réalité de soi, mais ça on met souvent une vie à le découvrir, parce
qu'à l'épreuve des choses, on se découvre aussi soi-même. Et en fait, on s'oublie toujours l'intoxication socioculturelle générale, qui est que le soignant est héroïque. Voilà. Donc la quatrième frustration, c'est qu'aucun humain ne résiste à l'imprégnation socioculturelle. Tout est en place pour un dérapage que j'appelle moi psychotique entre guillemets. Il est meurtrier et il suffit d'attendre. Et les circonstances, enfin l'actualité nous le prouve. Il y a comme une espèce d'entonnoir où des choses se défont et ça commence par un bout et tout s'effondre en cascade. Alors, l'adéquation parfaite est un rêve bien sûr, mais on peut quand même un peu s'en approcher et c'est ce que je veux vous proposer. Revenir à la réalité bien sûr et de se rappeler que les personnes réelles sont formées comme elles le veulent mais surtout comme elles le peuvent et qu'entre les ambitions qu'on a personnellement et ce qu'on est capable d'atteindre, l'achievement à l'anglo-saxonne, je sais qu'il est important de dire des mots anglais pour paraître compétent. Et donc la normalisation des compétences, en fait, c'est un rêve. Vous ne pouvez pas avoir à la sortie d'une école, quelle qu'elle soit, à la faculté, quelqu'un qui soit parfaitement défini par le programme de formation qu'il a eu. Alors les prérequis, c'est comme les ECN, les prérequis, vous devez savoir ça et ça. À la sortie, vous aurez du flou autour du prérequis. Une ou deux déviations standards, ça va tourner autour. On va tourner autour. Alors une fois il sera bon, une fois il sera moins bon, mais globalement dans la semaine, cet étudiant il est plutôt bon. Voilà, c'est ça. Les personnes réelles sont utiles. Et c'est que les personnes réelles qui sont utiles. Les irréelles ne servent strictement à rien. Elles acquièrent un métier et surtout elles acquièrent du métier. Donc c'est le problème de ne pas tourner en rond, de ne pas avoir des courbes d'apprentissage brisées. C'est nécessairement une certaine stabilité. Et que cette valeur étant individuelle, il faut évidemment la promouvoir et surtout la mettre en valeur. Il faut vraiment donner aux gens le sentiment, enfin les pousser à acquérir cette valeur et à la tenir. Et ne pas se tromper, bien évidemment. Vous n'êtes pas psychologue, vous allez dire oui, c'est son problème, c'est pas le mien. Les personnes réelles aussi travaillent ensemble. Et l'individu ne peut pas alimenter à lui seul la dynamique d'un groupe. Et on l'a bien vu tout à l'heure, c'est qu'il y a des expériences qui capotent parce que les gens ne participent pas. Ils ne sont pas là, ils n'apportent pas leur énergie, leur bonne volonté, leur bon vouloir. Et en fait, nous ne tournons, notre véritable énergie, ça ne sera jamais l'énergie nucléaire extérieure, ce sera toujours notre énergie à nous. Et, reprenons Henri Bergson, l'énergie spirituelle, c'est vieux peut-être, mais c'est toujours d'actualité. Donc, je me permets de rappeler que pour que ça marche, il me semble que le poste doit absolument s'adapter à l'homme et non l'homme au poste, ce que j'espère vous avoir quelque peu démontré. Saison 2, la souplesse dans les organisations, c'est le deuxième épisode évidemment, puis après ce que je vous ai dit, mais je m'arrête là pour respecter le temps qu'on m'a imparti. J'ai une chose à ajouter, un témoignage, donc le témoignage dont je vous ai parlé, et que je vais vous donner. Donc cet étudiant est un jeune étudiant fringant, dynamique, sportif. C'est un vrai qui fait attention, il fait des marathons, il fait des triathlons, il fait des choses de genre. Donc c'est vraiment le profil idéal, le style super Rambo de la médecine. Et il me dit, j'ai l'impression que c'est anormal de ne pas être au bord du burn-out au stade où j'en suis. Avec la masse de travail qu'on nous demande d'apprendre et l'esprit qu'on court. On en vient à culpabiliser de ne pas travailler quand on veut prendre du bon temps ailleurs. Ça, c'est très insidieux. Quand on arrête de bosser à 20h au lieu de 22h, on a toujours la petite pensée qu'on aurait dû faire plus. C'est là que les fragiles dans leur tête s'entêtent à bosser toujours plus, inefficacement, et qu'ils craquent à la fin. Voilà, c'est le truc. Fallait pas y croire, mais enfin, l'héroïsation de la médecine, c'est ça aussi. Et il continue, comme si ne pas ressentir qu'on est au maximum du maximum de nos capacités était une faute de notre part et la preuve qu'on ne fait pas comme il faut. La culpabilité, c'est terrible, c'est une perversion totale. Alors c'est l'autodestruction sur place. Encore une fois, lui dit, moi c'est pas mon cas, moi j'ai appris à relativiser et je m'oriente de plus en plus vers la médecine générale où je bosserai beaucoup mais dans des conditions loin du CHU. De l'air. Sont-ils nombreux à penser comme lui? Je ne sais pas. Lui, il prend beaucoup d'air puisqu'il pédale, il fait du triathlon, des choses comme ça, peut-être pas tous. Ce qui fait qu'actuellement, il dit, je bosse plus dans une optique pratique future à soi que dans une optique placée à l'écrit qui serait une optique dans le système. Pion du système ou maître de ma destinée. Et je pense que toute la qualité du système de soins, c'est dans l'harmonisation et l'articulation entre les désirs des gens
et la capacité du système d'en tirer le maximum en respectant ce qu'ils sont, parce qu'après tout, tout le monde a une utilité. Il suffit de savoir où on peut la donner au groupe. Je ne connais pas grand monde qui fasse comme les démons des styles, les diables qu'on voit dans les films actuellement, où ils sont les ennemis publics numéro 1 et toute leur vie consiste à vouloir défoncer la planète. Les maîtres du monde, ils s'effondrent très facilement, il suffit qu'ils aient un infarctus et qu'ils passent par l'arrêt cardio. Ils relativisent. Est-ce que là, il conclut en disant bon, je te quitte, faut que j'aille bosser? Je pense qu'il faut. C'est pour ça que je vous parlais de revenir aux fondamentaux, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez produit auparavant, mais M. Ma avait trouvé que de décoiffer de temps en temps, c'était revenir à la base, et à la base, quand vous êtes par terre, vous ne pouvez pas tomber plus bas. Donc, je pense que tomber de son piédestal, c'est parce qu'on est monté dessus. Ma vie, c'est surtout si je monte sur un piédestal, de le savoir, et d'en descendre plus vite, pour rester dans une réalité très solide, extrêmement stable, où finalement, après, je finis par avoir raison. Je sais que moi j'ai eu des patrons que j'embêtais parce que cette stabilité et cette persévérance faisait qu'au bout de 6 mois, oui, c'était moi qui avais raison. Et c'est pas toujours facile à reconnaître. Je l'ai dit en toute modestie parce que je n'ai pas du tout l'intention de ne pas être à ma place. Mais ma place avait sa valeur et j'aurais juste voulu qu'on l'entende un peu plus. Cela dit, avec l'équipe soignante, ceux de la base, j'ai toujours eu des relations excellentes et j'ai toujours pu, en toutes circonstances, avoir une main tendue quand j'étais dans une mouise intégrale. Je n'ai pas connu la solitude absolue à 3h du mat, jamais, jamais de chez jamais. Mais c'était il y a longtemps, je suis une vieille bique. Maintenant, peut-être qu'effectivement, à 3h du matin, dans un CHU, on peut se retrouver dans une situation de désert médical absolu, ce qui pour moi était inenvisageable compte tenu de mes relations collectives.